Mesdames, messieurs, bonjour. C'est dans Studio de Fortune qu'on vous parvient aujourd'hui pour ce 11 Montréal. Frédéric là avec vous, comme à l'habitude, avec l'alignement de départ. Patrice Bernier, monsieur Capitaine Éternel, bonjour. Bonjour, Fred. Qui est au Camp Nou. Oui, moi, je me mets à l'aise. Champion espagnol, donc je suis tranquille. Ouais, c'est le seul. Vincent et moi, on est sur la route, au Bourlingue. Salut, Vincent. Salut, mais Patrice, t'es dans le futur, c'est le nouveau Camp Nou, ça. Ben oui, il faut se projeter dans ce qui va être, parce que présentement, on est champion, mais là, on va être aussi champion du plus beau stade au monde. Bon, on s'excuse, on avait dit qu'on avait inventé le podcast avec image. On est désolé d'avoir une image de si pied de qualité. On fait avec ce qu'on peut, hein. On essaie de s'arranger dans cette magnifique chambre d'hôtel. J'ai fait mon lit aussi pour à moitié un peu. C'est bien, mais on voit vraiment que tu étais sur la route, Fred. Oui, j'étais sur la route toute la... OK, petit pot-pourri, fricassé, on va commencer comme ça. Les gars, San Diego, c'est fait. Ceux qui veulent avoir nos commentaires sur notamment la nouvelle concession en MLS, allez au podcast précédent, c'est le Taylor Swift du soccer canadien, elle est là. Bon, San Diego est en MLS, cool. Il arrive en 2025. Est-ce que je retiens 3 points, OK? D'abord, on parle plus de 30 équipes maintenant et on parle plus, dans notre podcast, on disait, il y a peut-être une relocalisation aussi. Il y a peut-être des équipes qui vont être relocalisées à part de ça. C'est la nouvelle phase qui s'en vient pour la MLS. On parle de plus en plus, tout le monde ça semble acquis qu'il va y avoir 32 équipes de plus en plus. C'est en train de s'imposer dans le discours, non? Au moins. Bah ouais, parce que on l'a évoqué aussi. Je pense que c'est évident que Las Vegas va se joindre à un moment donné. Là, il y a eu un problème de stade notamment. C'est à cause de ça qu'ils ont pris du retard par rapport à San Diego. Il faut dire que San Diego est allé très vite avec des très gros moyens. Mais il y a des marchés qui deviennent très importants comme Las Vegas dans le sport nord-américain. C'est une évidence pour moi que la MLS va s'implanter. Fait que rendu là à 31, autant aller à 32. Au moins à 32. Donc ouais, je pense qu'on peut déjà se projeter sur la suite. Et on sait qu'il y a des marchés qui sont encore, tu sais, Phoenix, tu sais, des équipes des marchés qui ont vraiment mis l'emphase là pour avoir une équipe. Donc, il y a encore de l'intérêt, beaucoup d'intérêt pour avoir une franchise MLS à travers les États-Unis. Puis, parlons pas de San Antonio qui est en USL, Louisville aussi, qui sont des marchés intéressants, à savoir s'ils veulent rentrer, mais ils sont des marchés qui pourraient être intéressants. Puis, parlons-en, San Diego, il y avait Landon Donovan, que son équipe qui ont parlé peut-être dans le futur, mais là, sachant que là, il va vraiment avoir une autre équipe, une autre franchise qui va venir à San Diego, ça va être intéressant, mais moi, on l'en a mentionné, il disait il n'y a pas longtemps, ça va arrêter à 25, 26, puis là, tout d'un coup, ouais, on va aller à 28, on va aller à 30. Puis là, maintenant, c'est comme on se dit, jusqu'à où qu'ils vont arrêter? 32, 33, 34, on verra. Non, mais 32, ça semble être le chiffre présentement. Puis si Las Vegas, comme dit Vincent, est à 31, 32, ou si on cherche quelqu'un dans l'Est, parce que ça va faire Las Vegas, ça va. Peut-être qu'on peut tasser Saint-Louis dans l'Ouest. Alors, ça reste à voir, ça. On discutait de Détroit, peut-être dans l'Est, ou encore, tu sais, je ne sais pas qui d'autre. Nouvelle-Orléans, Vincent avait ça? Moi, je pense qu'il faudrait aller prospecter à Nouvelle-Orléans. Je ne sais pas si notre boss pourrait nous donner un peu d'argent pour aller faire un peu d'inspection là-bas, mais ça serait une bonne ville. Vincent, si vous cherchez un agent d'immeuble, Vincent Détouche. Non, de la renommée des génies, non? Nouvelle-Orléans, ça passe? Ah non, mais vous voulez juste aller au quartier français, mais French Quarter. Le mur des génies pour Vincent. Le mur des génies, attends, je le marque, le mur des génies pour Vincent. On en parlait hier justement avec Fred, puis on se disait, OK, mais c'est parce que si Las Vegas arrive, et puis tu as raison, Phoenix, ça fait beaucoup d'équipes dans l'Ouest. Fait qu'est-ce que tu fais? Soit t'en déménages, Saint-Louis peut-être, éventuellement. Est-ce que Kansas City pourrait revenir dans l'Est? Mais est-ce qu'il y a des marchés dans l'Est qui sont non exploités? Puis moi, je pensais à Nouvelle-Orléans, c'est quand même une ville avec une saveur particulière. Vraiment, je trouve que ce serait un bel ajout. Après, est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce qu'il y a un groupe là-bas? Je sais pas. Mais dans les marchés qui restent à conquérir, et qui apporterait un vrai plus, moi je trouve que la Nouvelle-Orléans, c'est une belle image pour la ville. Mais c'est des centres urbains aussi, il ne faut pas oublier, ce sont des centres urbains en progression aussi. Hein, oui, c'est ça que j'allais dire, c'est que nul à regarder que les villes en forte croissance dans les 10 dernières années, c'est elles qui rentrent en MLS. Charlotte, si on regarde là... Nashville, ça commence à... Nashville. Ouais. C'est toutes des villes qui est Austin. Si tu regardes dans les 10 dernières années ou les 15 dernières années, tu regardes que l'agglomération de la ville a pris de l'expansion. Puis certaines villes que Charlotte, personne ne s'attendait à Charlotte, puis ils sont rentrés. Mais quand tu regardes en tant que ville, croissance américaine, ça fait du sens. Donc là, oui, Nouvelle-Orléans, si c'en est une, clairement, tout le monde connaît bien Nouvelle-Orléans, mais ce serait un marché
encore plus intéressant. Mais je pense que si c'est une équipe du Midwest, ils peuvent toujours facilement aller dans l'Est Ouais, ou dans c'est ça. l'Ouest. Et la troisième chose, Manny Machado aussi, le joueur de baseball, si vous ne connaissez pas, est parmi les investisseurs. Puis ça, c'est cool. C'est cool. C'est comme ton petit rubis que tu mets au bout de ton pendentif aussi. C'est du bling-bling supplémentaire. C'est un des investisseurs, Manny Machado, dans tout ça. Je rappelle qu'ils ont payé 500 millions de dollars juste pour le frais d'entrée. C'est du bidou en général. C'est d'argent quand même. Ça veut dire que les projections de croissance sont hallucinantes parce que ton deal de télé est fait techniquement pour 10 ans, bougera pas. Vraiment, c'est vraiment intéressant comme investissement, Et comme, puis je rappelle, comme prix la de Coupe pays. du Monde, la perspective La de Coupe la du Coupe Monde, du hein, Monde. mais Il va y avoir une tonne d'argent qui va être injecté en Amérique du Nord à propos du soccer. Fait que même 500 millions, je suis sûr qu'on en reparle d'ici quelques années. On se dira, on ne va pas dire qu'ils vont en faire une affaire non plus, mais ça aura été rentable malgré tout. Hey Pat, on aimerait Hey, ça t'avoir dans notre hôtel miteux parce que ça sera peut-être l'objet d'un autre podcast, là. J'ai des bonnes idées pour que Montréal profite de 2026. On se met ça ensemble. OK. Voulais-tu dire, Pat, parce que je passe à mon autre non, je sujet dis cassé? 500 millions, ils valent déjà quasiment au niveau de valeur, ils sont à moitié de la ligue au Mais niveau ça. de ce qu'ils valent comme franchise, Mm. sans avoir mis un pas ou un pied sur un terre. Ouais. Puis ça, l'affaire, c'est qu'ils valent vraiment ça parce ils ont payé ça. Fait que Exactement. c'est eux autres qui se sont fait de leur valeur. OK. Faut peut-être attendre l'évaluation municipale aussi. Pour ceux qui ont acheté une maison dernièrement, vous voyez ce que je veux dire. C'est un bon indicateur présentement. OK, hey, Atlanta, il y a Paul No qui nous a envoyé comme commentaire à la suite du dernier podcast. Il dit Fred, c'est un vrai génie parce que je vous ai parlé d'Atlanta, comme quoi c'était peut-être surévalué. Moi, c'est ça ma position présentement. J'avais demandé d'attendre à juillet pour voir si ils descendraient pas au classement. Écoute, ils ont perdu 3-1 contre Charlotte. Alors, je pensais que c'était un génie du soccer. Puis, mercredi, ils ont rossé Colorado 4-0. Puis, samedi, ils prennent Chicago, à Chicago. Alors, j'ai hâte de voir si ça se mesure. En même temps, euh, Vincent a tweeté le calendrier des difficultés, hein? Du calendrier, à quel point il est difficile, à quel point tu as affronté des équipes qui sont difficiles à battre. T'es 10e dans l'Est. Le 10e calendrier le plus difficile, c'est Atlanta. Juste pour vous donner une idée, Montréal, c'est le 7e. Nashville, Nouvelle-Angleterre sont dans le bas aussi. Alors, fait que le jury, comme dirait, est encore dehors. Le jury is still out à propos d'Atlanta, à mon avis. Mais ils ont fait un mouvement, là. Arao s'en va. Ils vont sûrement emmener quelqu'un cet été. Donc, Alors, on joue, ça va pour 10 millions. C'est-tu une roche dans le soulier d'enlever? Non? ben, bon, ils ont payé 12 millions pour lui. C'est Ouais, mais ça juste marche un pas. déficit de moins. Plus si tu calcules qu'ils l'ont payé 4,5 millions par année pour les 2 années et demie qu'il est là, ou 2 ans. Donc, Ouais. Mais au moins, il justement, y a un sa valeur, retour. elle baisse. Sa Au moins, il y valeur, a un elle retour. baisse. Ça, c'est le symbole par excellence que sa valeur, elle a baissé déjà depuis qu'il est là. Bon, il a marqué, là, justement, cette semaine, mais il a tellement de ratés, je suis pas sûr que sa valeur allait vraiment augmenter. Puis si elle avait augmenté, c'est-à-dire qu'il performe, et dans ce cas-là, tu le vends plus. Moi, je pense que rendu là, ils ont déjà quelque chose d'autre en tête, ils doivent trouver des solutions. Ils ont essayé, ça n'a pas très bien fonctionné, c'est correct, 10 millions, tu rentres dans les clous. Parce qu'il faut réfléchir en termes d'amortissement. C'est-à-dire que l'argent qui a été dépensé pour Araujo, il a déjà été dépensé. Mais la valeur de son contrat aujourd'hui versus les 10 millions qu'ils vont recevoir, ils font un profit dans leur calendrier comptable de 2023, 2024 et tout ça. Fait que je pense qu'Atlanta s'y retrouve malgré tout. Non, mais non. L'autre chose, c'est parce que pour la trame narrative de l'Est particulièrement, tu sais, dans le reportage sur Apple TV, tu en as parlé, Vincent, c'est-à-dire que ils vont perdre des joueurs à la mi-saison. Almada devrait s'en aller cet été, à moins d'une surprise. Non? Je sais Oui? pas. Non? Je sais Pas pas sûr, non. garanti. Mais vas-y, va au bout de ton idée. Mais je sais pas. Araujo s'en va, là c'est réglé. J'ai parlé de ça par Cincinnati. Brenner s'en va. Puis Brendan Vasquez, il a le goût de s'en aller aussi. Imagine si Cincinnati perd Brenner Vasquez, si Atlanta perd Almada Araujo, là tu as deux équipes qui en milieu de saison sont chambardées complètement. Je veux Mais pas dire 360, mais presque. Vasquez, s'il est transféré, ça va être un peu comme Georgi Mihailovic. Transféré, mais pour janvier. Jusqu'à la fin de l'année. Ils voient gagner. Donc, ils ont déjà Brenner qui s'en va, c'est sûr, mais je ne les vois pas se débarrasser de Vasquez, sachant qu'ils ont une forte probabilité de finir bien en championnat et pourquoi pas aller loin pour la Coupe MLS. Ouais, à voir. Donc, Atlanta vend Araujo pour un beau 10 millions à Flamengo au Brésil.
OK, tellement content de votre retour. Ça, c'est un commentaire qu'on a sur YouTube. Je vous rappelle qu'on a une chaîne YouTube. Allez vous abonner s'il faut. Sinon, allez vous abonner dans n'importe quel endroit où vous prenez vos podcasts. On a été non-stop numéro 1. Non-stop, baby! C'est comme le bulldog des pauvres. Non? Beaucoup de surnoms quand même, je trouve. Ouais, non. Mais c'est ma carte d'affaires qui se bonifie de plus en plus. Non-stop numéro 1. Et Patrice, il faut quand même, il vient d'être intronisé au mur des génies en plus. Il faut souligner Vincent Détouche, qui est un succès, qui est numéro 1 aussi en librairie. Intronisé On top of the world, hein? Backorder sur Amazon, son livre L'impact de CF Montréal, 30 ans d'histoire, là. Backorder sur Amazon. Oh. Attention. Puis, je le souligne parce que je sais que t'as, Patrice, des royautés aussi là-dessus qui t'arrivent. Tu vas te mettre riche. Oh, je savais pas, mais c'est mon compte en banque qui va pas dire non, hein. Non, c'est un dépôt direct, tu checkeras. Tu checkeras le dépôt direct. Ça se peut que tu mélanges avec les intérêts là, aussi de ton compte chèque. Mais non, il va avoir un dépôt direct. Alors, bravo Vincent, je fais des blagues, mais puis d'ailleurs, si vous l'avez pas lu ou l'avez pas acheté, allez tout de suite. C'est vraiment, c'est un plaisir. Puis cet été aussi. Sur Amazon, par contre. Non, allez dans les librairies, allez au libraire.ca aussi. Exactement. Exactement. Et puis, vous allez avoir du plaisir. Je voulais aussi revenir, on va le faire plus tard parce qu'on va parler du CF Montréal sur Rudy Camacho en milieu de terrain. Vincent, tu nous as dit des choses intéressantes la semaine dernière qui se sont avérées, je pense, dans le match face à Cincinnati. On y reviendra. Mais avant toute chose, ce qui a arrivé la semaine et qui a surtout retenu notre attention, c'est le dévoilement des salaires en MLS. Le dévoilement des salaires qui est fait, pour vous situer, peut-être que vous le savez déjà, mais c'est l'association des joueurs qui prend les contrats, on leur envoie les contrats de chacun des joueurs et le montant, je fais la distinction parce que des fois, il peut y avoir des à-côtés, puis il peut y avoir des arrangements avec notamment les agents qui sont pas nécessairement dévoilés dans les contrats même du joueur. C'est de la technicalité, mais bref, ce sont ces contrats-là qui sont envoyés à l'association des joueurs et on les publie. Pourquoi l'association des joueurs les publie? C'est assez simple aussi, c'est pour s'assurer qu'il y a une croissance, s'assurer que les joueurs peuvent avoir des comparatifs, puis qu'il n'y ait pas aussi de manigance. On donne 20 pièces à un, puis 200 pièces à l'autre aussi. C'est dans les joueurs, l'association des joueurs le dit de le faire, en fait dit qu'il fait ça depuis longtemps pour les joueurs, dans l'intérêt des joueurs. Voilà. Ça fait c'est tout le temps bizarre, hein, ces journées-là. À chaque fois que je parlais à des joueurs des années précédentes à propos de la divulgation des salaires, parce que c'est très nord-américain dans un premier temps, les Européens souvent s'arrachent les cheveux. Puis souvent aussi, tu regardes la liste, tu fais « Ah oui, hein? Le gars qui est à côté, qui a pas ramassé la bière hier soir, il aurait bien pu ramasser la bière parce qu'il fait 250 000 de plus que moi. » Moi, je me rappelle de Zarek Valentin, notamment, que la première année, tout le monde avait été un peu resté surpris, de voir Zarek Valentin, qui était un choix au repêchage en très haut, qui était valorisé. On pensait que c'était une jeune vedette montante c'était à cette époque-là une jeune vedette montante du soccer américain. Je sais que ça avait... les gars sont pas... Oui, mais... Les gars restent fins, mais les gars sont un petit peu... non, mais tu as compris. Il était un Generation Adidas, tu sais, puis ces joueurs-là, pour les retenir, pour les empêcher à vouloir partir en Europe et de jouer, on leur conçoit déjà un contrat. Tu sais, Andrew Wenger, si je me rappelle bien, il rentrait dans la ligue, il avait déjà 100 000 $. Quand la majorité des joueurs de son âge commençaient, si je me rappelle bien à l'époque, c'est comme 32 000, 40 000. Fait que, tu sais, il y avait un grand écart entre ce qu'un jeune qui arrive de l'académie ou simplement avec moins de noms qu'un joueur qui est génération Adidas. Mais n'oubliez pas, Chamé Chom, c'était la même chose, 90 000, 100 000 $ très rapidement. Ouais. C'est la réalité de tomber dans cette annexe-là. Mais c'est vrai que ça ouvre les yeux, dit bon, attends, wow, on est le même jeune, même âge, mais là, lui, il a un écart de 50 ou 60 000 $ de plus que moi. Donc, c'est ça que ça fait aussi quand tu divulgues les salaires de tout le monde. Non, puis c'est ça. Puis il y a des joueurs, moi je me rappelle de Evan Bush qu'à l'époque, puis ça a mal vieilli, ça, mais il disait Steve Clark, qui était à peu près son équivalent sportif, revenait, puis était revenu d'Europe avec un salaire 3 fois le sien, alors qu'ils étaient des gardiens qui se valaient assurément dans la Ligue à ce moment-là. Je pense les gars de l'académie qui voyaient chez Mitchum aussi égal, mais chez Mitchum provenait des universités, du Super Draft. Les gars de l'académie provenaient du CRU aussi. C'était
plus difficile de négocier. Il y a des contextes dans tout ça. Pour parler de ce sujet-là, on s'est fait un petit jeu aujourd'hui. On va faire un petit repêchage des aubaines. Parce que plusieurs personnes ont parlé de ceux qui sont trop payés, les plus hauts salariés aussi. Mais j'ai pensé que ça serait intéressant pour nos auditeurs de faire un repêchage de ce qui est une aubaine en MLS. Parce que on est dans le potentiel, surtout à Montréal. C'est ça qu'on fait aussi dans le projet sportif. On va chercher des potentiels, qu'on les exploite. On veut des aubaines, des rabais aussi dans le marché. Alors, on va se faire un petit repêchage des meilleures aubaines. Qui veut commencer? Pat, parce que t'es le capitaine éternel. Droit d'aînesse. On va du plus vieux au plus jeune. C'est moi, donc. Pour respecter les anciens. C'est moi le plus vieux. C'est qui le plus vieux? Je commence à voir. Trouvez-vous que je fais un peu George Clooney? Je commence à avoir du blanc dans ma barbe. C'est plus perforant que George Clooney, mais OK. Je suis comme Silver Fox. Puis c'est pour ça, je pense que cette année, on a mis la caméra. C'est pour permettre aux gens de me voir vieillir aussi. C'est un... non, puis pas de crème. On peut te laisser tout seul. Hein. C'est bon, mais tu peux faire ce segment-là. OK. Je pourrais le faire tout seul. OK. Serpentin, c'est-à-dire 1, 2, 3, 3, 2, 1 et 1, 2, 3. OK? Alors, un repêchage à Serpentin. Ce qui les règles aussi. C'est sur ce qu'il a fait. Hein. C'est pas nécessairement sur le potentiel de revente. Si quelqu'un vaut pas cher, mais qui a un gros potentiel de revente ou inversement, il est payé cher, mais tu te dis que tu peux faire beaucoup. Ça, on exclut assez ça. C'est vraiment sur la performance sur le terrain qu'on va essayer de faire. Je suis content d'avoir le premier choix. Parce que j'avais un numéro 1. Sur votre liste, avez-vous un numéro 1 clair? Non? Moi, j'ai des joueurs, mais pas un clair. OK. L'aubaine des aubaines, à mon avis, là, en ce moment en MLS, puis je suis retourné 2 ou 3 fois parce que d'ailleurs, il n'est pas à sa position. C'est José Martinez de l'Union de Philadelphie. De loin. Écoute, José Martinez, ça fait 4 ans qu'il est dans la ligue. Ça fait 4 ans qu'il pilote le milieu de terrain de l'Union de Philadelphie, qui fait la job sale derrière, en numéro 6. C'est le coupe-bordure, le weed eater de l'Union de Philadelphie. Puis il gagne 301 000. Puis j'ai essayé de trouver rapidement des comparatifs. Diego Chara, 650 000, le double. Santiago Sosa, qui a du potentiel, 693 000. Marc-Anthony Kaye, 750 000. Puis James Sands qui revient, qui est un espoir quand même, là, 1 million. Écoute. Sachant que ce ne sont même pas les mêmes profils, ce que tu dis. Hein. C'est-à-dire que il est encore plus important dans ce qu'il fait que Kaye, ça se compare pas vraiment, Sosa non plus, à mon sens. Fait que, franchement, c'est incroyable. C'était le numéro 1 dans ma liste aussi. Et puis, je pense qu'on mesure mieux aussi pourquoi il voulait partir, ou pourquoi à chaque mercato, la rumeur de « Ah, Martinez va peut-être partir de l'Union revenait ». Peut-être il peut tout simplement pas obtenir ce qu'il veut et ce qu'il vaut à Philadelphie. Ah, je suis content d'avoir mon premier choix, parce que c'était clairement mon premier choix dans tout ça. Voilà, José Martinez, premier. Il va en âge, le Pat, t'es le deuxième. En âge, je sais pas si on peut dire. Je pense plus c'est son potentiel, son salaire et son potentiel. Moi, j'ai pensé à Aiden Morris. Ouais. Parce que je regarde son salaire, je regarde là la saison qu'il connaît, et puis je crois qu'il y a 1 an, tu l'aurais mis dans la case José Martinez comme profil de milieu de terrain. Mais là, avec Columbus cette année, Wilfried Nancy, il rentre plus dans box-to-box. Parce que maintenant, il marque des buts. Et ce que je trouve intéressant, c'est que, bon, il a quoi, 21 ans, il fait 200 000 $. Il joue régulièrement depuis les dernières années, à part pour l'année où il s'est blessé. Donc, il n'a pas pu jouer de l'année. Et présentement, je pense qu'il est sur les tablettes de certaines équipes. Parce que, comme j'ai dit, ils ont démontré qu'il peut apporter plus que juste gagner le ballon. Il est capable d'aller marquer des buts et de contribuer et de jouer au ballon. Souvent, c'est ça l'adage de dire, bon milieu défensif, mais c'est vraiment juste un gagneur de ballon, un ratisseur. Il y a d'autres gars devant lui qui font plus. Mais lui, je trouve qu'il a pris une coche de plus. Puis pour 200 000, moi, je pense que c'est correct comme salaire qu'on lui donne, mais il pourrait valoir beaucoup plus. Et surtout qu'il peut être transféré. Il va avoir une valeur dans la prochaine année aussi. C'est cet été. Je vais faire mon Matt Jordan. Il était 2e sur ma liste, Aiden Morris aussi, du coup de Columbus. Ouais. Matt Jordan faisait ça aussi, hein. Il ne donnait jamais rien, mais il était bon pour dire que sur sa liste, tel joueur était sur sa liste. OK, salut Matt Jordan. Il nous écoute-tu, tu penses? Vincent?
Matt Jordan, est-ce qu'il nous écoute? Là, On est géobloqué au Texas. de toute façon, il est dans les intérêts d'acheter des clubs de soccer présentement. Donc, Ouais, c'est ça, mais ça. On est géobloqué au Texas parce que c'est le démon, probablement. Nos points de vue trop libéraux. OK, Vincent, back-to-back, hein, 3 et 4. Vincent, il a travaillé sur sa liste, hein? Non, pas tellement. Toi, tu as travaillé sur ta liste, mais moi, j'ai juste 2-3 noms. Toute la soirée, on est sorti hier. Toute la soirée, c'est dit, faut que je travaille sur ma liste, faut que je travaille sur ma liste. Non, mais j'ai 2-3 noms. Martinez était le premier parce que c'est l'évidence. Mais mon deuxième, en fait, il m'a tout de suite attrapé l'œil. Je sais pas si c'est vraiment la plus grosse aubaine, mais pour moi, c'en est une. C'est Georgi Petrovic, Ouais. 450 000 de la Nouvelle-Angleterre, parce que on pourrait même dire que l'an dernier, il pourrait avoir un débat, c'est le meilleur gardien ou l'un des deux meilleurs gardiens. Mais si on prend statistiquement parlant, il était même au-delà d'André Blake l'an dernier. C'est ça qui est intéressant, parce qu'André Blake a sauvé le cul de Philadelphie, mais parfois c'était la défense aussi. Mais si on va dans les stats avancées, en 2022, la différence entre les buts qui ont été accordés et les buts qui auraient dû être accordés, c'est que Petrovic a sauvé 11 buts pour la Nouvelle-Angleterre. 11. C'est numéro 1 dans la ligue. Numéro 1. Devant Blake qui était à 8,50 à peu près. Et ça vaut 450 000 si tu prends en compte aussi qu'il a 24 ans, qu'il est international, que bon, je sais qu'on ne prend pas en compte, mais quand même, tu sais, c'est un petit bonus. Là, tu vas le revendre et il va avoir un coup. Moi, je trouve que à ce prix-là, ce qui te sauve comme but, c'est une aubaine. Avec Georgi Petrovic. Super bon. J'aime ça. Puis tu compares aussi, puis tu compares plein de... Prends Galessé, notamment à Orlando, qui est un des plus payés. Prends même, à la limite, Sean Johnson, qui vaut pas si cher. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'encore, puis ils ont raison de le faire, on l'a souvent dit, nous autres, mais ce qu'on se rend compte, c'est encore la position de gardien de but. On dépense pas beaucoup pour la position de gardien de but. Je pense que c'est la bonne chose à faire, non? Oui, enfin, ça dépend. Après, il y a des gardiens. Tu sais, André Blake gagne un certain salaire, mais il l'a mérité. Fait que ça, c'est différent. C'est là où c'est vraiment une aubaine. Parce que là, je suis sûr que s'il renégocie un contrat, Petrovic, il a un autre montant. Hein. Parce que vraiment, on parle de dépenser de l'argent pour aller chercher des joueurs désignés, des numéros 9 qui te marquent justement 4-5 buts que d'autres joueurs ne donnent pas. Mais ça, c'est pareil. Ça a la même valeur. Un gardien qui te sauve 11 buts dans une année, puis là, il est top 3 encore en 2023, mais je donne pas les statistiques trop de cette année parce que ça peut changer, ça peut évoluer de semaine en semaine, mais ça a une valeur quasiment inestimable. Puis là, tu es dans une équipe en plus qui joue la coupe. La Nouvelle-Angleterre, cette année, ils sont revenus au top avec un gardien au top. Ah, bravo. Je sais pas combien de temps ils vont pouvoir le garder, mais à ce prix-là, je le garderai aussi longtemps que Pat, tu as le respect du vestiaire, tu as le respect de ceux qui ont fait des choses sur le terrain. Est-ce qu'il a la ceinture du meilleur gardien présentement à MLS? Devant Blake. Ouais, moi, j'y mettrais. Bon, c'est sûr, c'est difficile de déplacer André Blake, mais comme l'a dit Vincent, c'est que franchement, il y a des matchs, je me rappelle sorry, là. Alors, il y a des matchs comme, vu qu'on le connaissait moins, mais quand tu regardais l'année passée New England, tu dis ouais, ça allait pas bien, mais il y a des matchs qu'ils ont gagnés, tu dis wow, une chance, il est là parce qu'il fait 2-3 arrêts, il te garde à 0-0, il te permet de gagner. Ouais. Même qu'ils étaient dans la conversation des éliminatoires aussi longtemps, malgré leur contre-performance. Et tu te dis, wow, ce gars-là, il sort de où? Puis tout le monde dans la ligue a commencé à parler. Petrovic, save again. Petrovic, save again. Il y avait quasiment de l'arrêt de la semaine régulièrement. Donc, puis tu dis, tu regardes le prix des très bons gardiens de but dans la ligue maintenant, c'est 750 000, 800 000, même 1 million pour certains. Puis lui, il est beaucoup au-dessus. 450 000, c'était ce qu'on payait un très bon gardien de but il y a 4-5 ans. Là, maintenant, à ce montant-là, si lui, il doit réévaluer, c'est clairement, il doit se dire, ben, attendez, moi, on me met ici, puis surtout avec la saison que New England, s'ils ont une excellente saison, ben, lui, il va commander un nouveau salaire ou, du moins, peut-être potentiellement partir, parce que des gardiens de but comme ça, ils ont eu Matt Turner pas très longtemps, puis là, ils ont Petrovic qui, pour moi, peut-être même meilleur. Donc, c'est un bon choix au niveau de joueurs qui, pour ce qu'on le paye et ce qu'il donne, c'est une bonne aubaine. Martinez, Morris, Petrovic. On a fini le premier tour. Vincent, début du deuxième tour, 4e choix des aubaines en MLS. OK. Je pense moi, j'avais juste un top 5. Mais je pense que le 3e choix, je vais attendre parce que je suis pas sûr que vous le preniez. Et je vais prendre celui qui est juste après. Oh, stratégie. Je suis un peu dans la même veine.
parce que je vais m'expliquer. Il y a aubaine et aubaine, c'est-à-dire un joueur qui gagne 112 000 et on dit ah c'est pas cher, il est un peu meilleur que ça. Mais je trouve qu'il y a des joueurs qui gagnent quand même un certain montant, mais qui jouent et qui ont des stats de joueurs qui pourraient gagner beaucoup plus. Donc pour moi, l'aubaine, elle est plus significative quand tu devrais gagner 2,5 millions et que tu gagnes finalement 500 000. Fait que je vais te donner Cifuentes de LAFC. Okay. Cifuentes de LAFC parce que j'ai juste fait, peut-être que c'est imparfait, mais j'ai calculé combien il coûte par but, grosso modo. Et si on le compare à des attaquants ou à d'autres milieux, c'est une aubaine. Sur les 2 dernières saisons, je ne prends pas la saison en cours, encore une fois, parce que c'est difficile de calculer le nombre de buts, le pourcentage de buts par rapport à son salaire. Mais sur les 2 dernières saisons qui sont terminées, il a 12 buts et 13 passes. C'est-à-dire 25 contributions de buts il gagne 511 000 de salaire. Ce qui veut dire qu'il est à peu près 40 000 par but. Ça, je peux vous dire, j'ai fait juste l'exercice rapidement avant qu'on commence le podcast. Ça, c'est un prix par but qui est ultra compétitif. Mais incroyable. Par rapport aux attaquants et à d'autres milieux offensifs. Et encore une fois, je rajoute, pareil, il a 24-25 ans. Il y a un potentiel de revente. D'ailleurs, je crois qu'il va partir. Il y a une rumeur qu'il l'envoie en Écosse du côté des Rangers. Fait que ça, c'est un bonus en plus. Donc, ouais, Cifuentes pour moi au 4e choix. Super bon. Tu sais, en regardant ça puis en faisant cette liste-là, moi, ce que je me suis rendu compte, je l'ai marqué ici, le LAFC, c'est elle qui dépense, c'est une des équipes qui dépense le plus en MLS, mais si tu compares tout le monde au Toronto FC, les joueurs mettent la main dans sa coche correct. Pour le vrai, on paye beaucoup trop au Toronto FC. Puis si tu compares au LAFC, c'est rare que quand tu descends la liste des joueurs, tu dis lui, il gagne beaucoup trop pour ce qu'il donne. Regarde, Murillo gagne 500 000. À Toronto, Rousted qui vient d'arriver, 768 000. Edges, 908 000. Entre ces 3 gars-là, à ce prix-là, Murillo, tu prends Murillo 300 fois. Hollingshead, qui est un des meilleurs latéraux en MLS depuis longtemps. Petretta, les 2 latéraux du Toronto FC, Petretta à 850 000, Richie Laryea qui est bon, mais 1 276 000. Ça vient dans la cour de mon prochain choix. Puis Bouanga, puis Bouanga, 2 millions. Puis il donne pas 12 millions d'attitude, Bouanga. Non, il joue. Puis il joue à chaque match, puis full pin à chaque match. Bref, on dépense pour le dollar est beaucoup plus efficace au LAFC qu'au Toronto FC. Juste un petit truc là-dessus avant que Pat t'embraye, c'est que moi j'ai pas la liste devant moi, tu l'as peut-être Fred, mais si tu prends la masse salariale médian, ok, donc pas la moyenne, mais le médian, LAFC est plus proche de Montréal que de Toronto. Ils ont 17 millions à peu près de masse salariale. Ils sont plus proches du dernier que du premier et ils gagnent. Fait que oui, ils investissent raisonnablement, vraiment pas de manière ostentatoire, ils investissent et ils ont les résultats. Fait que la gestion de LAFC, il faut la souligner. En plus, ils revendent les joueurs. La gestion de LAFC est à souligner. Ça répond à Bob Bradley coach, Bob Bradley GM. À LAFC, qui est le GM? John Thornton. Bon joueur de talent, coûte moins cher et tu gagnes. Mais bon. Même Carlos Vela n'est pas si cher pour ce qu'il a accompli dans la Ligue. Il est à 3 millions en ce moment. Du moins, c'est le chiffre qu'on nous donne pour l'association des joueurs. Pat, 5e choix, 2e du 2e tour. Là, mon choix, il vient quelqu'un de proche d'ici, mais qui ne joue pas ici, qui est à Columbus, Mo Farsi. Oh! Parce que il fait 70 000 $. Puis cette année, puis n'oublions pas, l'année dernière, il n'était pas en ligue. Il a joué quelques matchs à la fin, mais il a signé en MLS Next Pro. Donc, il est arrivé, sa première vraie saison, c'est cette année. Et 70 000, puis si tu vas regarder la colonne des passes pour les joueurs qui sont des latéraux, des pistons, il est 4e. Puis qui rentre dans cette ligue-là? Tu as des Brooks Lennon, tu as des John Tolkien. Combien ces gars-là font? 400 000 à 800 000. Ouais. Lui, il faut 70 000 $ par année. Donc, si tu parles d'aubaine, à une position, on sait que les latéraux, des fois, c'est pas les joueurs qui sont le mieux payés, mais il y en a dans cette ligue qui sont très bien payés. Puis tu viens de mentir, Petrata, Richie Laryea, on comprend Richie Laryea, il appartient à Nottingham Forest, il est en prêt, tout ça. Puis il a quand même prouvé sa place. Mais je veux dire, il y a des gars qui coûtent 800 à 1 million. Lui, il coûte 70 000 $. Il répond à ton besoin et il donne des passes décisives. Il est dans les assists, il est compétent, coûte très peu. Puis même si tu vas le re-signer, au pire, combien tu vas lui demander? 150 000, 200 000? Il dit, il va te coûter encore pas beaucoup très cher pour un piston droit.
comparativement à ce qui se fait dans la ligue. Et tu prends même Duncan, bon, il y a des joueurs, on comprend, ils ont été transférés, ils sont revenus en prêt, ils ont un salaire déjà qui commande beaucoup par rapport à être à l'extérieur. Mais dans cette ligue, il y a trop de gars qui ont été trop cher payés ou trop cher payés. Si je pense à Brick Shea, là, et qui ont été très bien gracieusement payés, puis ils n'ont pas donné tant que ça. Puis Mo Farsi arrive, très compétent, et dans un système qui est peut-être là, puis c'était pas un latéral à la base dans sa carrière. Donc, moi, je considère que c'est vraiment une aubaine. Puis potentiellement, s'il fait très bien, si tu le revends, tu n'as vraiment rien payé pour lui. Hey, Break Shea, en passant, a été joueur désigné. Hein. Oui, il nous a quitté cette semaine. Pour dire. Il a connu 1-2 bonnes saisons à Dallas. Il est devenu le Ryan Giggs américain. Ouais. Et on n'a jamais vraiment revu. Je pense que c'est parce qu'il était à la Stoke City aussi. Ouais. Mais après ça, Break Shea, c'était comme, OK, belle patte gauche, mais qu'est-ce qui t'apporte de plus, tu sais? Il y a des gars dans cette ligue qui sont beaucoup meilleurs pour moins cher. Que Dieu ait son âme. Que Dieu ait son âme. Break Shea. Break Shea, yes. Hey, en passant, je veux juste dire, les latéraux, là, les positions les moins bien payées, le top 3, là, probablement. 1, les gardiens. 2, les numéros 6. Puis 3, les latéraux. Et c'est là que. Et si tu as à bâtir une équipe, c'est là que les aubaines sont aussi, probablement. Ou du moins, t'en as plus pour ton argent. Ouais. En tout cas, bon, Mo Farsi. Mon tour. J'hésite. J'hésite parce que. Non, ce que je vais faire. Je prendrai pas un de préférence, suite à liste, là. Ouais. Non, mais c'est parce qu'on va faire une pause. Parce que j'ai 2 choix de suite, mais on va faire une pause. Je me demandais quand est-ce qu'un CF Montréal va sortir dans cette liste-là. Ah non! Alors, je vais commencer par. Je suis pas sûr si on a le même. Le 6e choix, on va le faire cette année parce que ça va parler d'un truc qui. Écoute, on a annoncé la mort du Super Draft depuis plusieurs années. Puis on se rend compte, puis on l'a vu avec Montréal, avec Alistair Johnston, puis Kamal Miller notamment. Puis on le voit présentement avec la Nouvelle-Angleterre. Hein. Kessler, Jones, Baye, c'est 3 gars du Super Draft, puis c'est leur défense. Moi, je vais mettre, puis l'échantillon est petit, mais Duncan McGuire, on les a vus passer dernièrement à Montréal. Duncan McGuire, c'est le 6e choix au total, le 2e premier choix du Super Draft d'Orlando cette saison. Il entre dans la ligue avec le salaire plus ou moins minimum du joueur qui a été choisi dans ce repêchage-là. À 77 000 en 8 matchs cette saison, il y a 4 buts, une passe. Fait que moi, je pense que dans les circonstances, il fallait souligner. Alors, j'ai choisi Duncan McGuire. Puis c'était surtout pour souligner le fait que... Puis moi-même, j'étais un de ceux qui disait le Super Draft. Puis j'entérinais le fait que et Montréal et Philadelphie, notamment Philadelphie le fait, se disait, moi je m'en occupe pas du Super Draft. Je perds du temps parce que j'ai pas assez de temps consacré à ça. Puis ça prend, il y a plein de gars, et j'ai tout le temps dit, il y a plein de gars, Kroliki, Chemin de Chaume à la limite, Amar Sedic, qui à mon avis prenait une place qui devait revenir à des joueurs de l'Académie du CF Montréal, de l'Impact à l'époque. Il faudrait revoir l'opposition par rapport... En fait, je suis en train de revoir ma position par rapport au Super Draft. C'est encore un truc qui est exploitable, en quelque sorte. Mais bien sûr, il y a des super joueurs issus, tu en as cité quelques-uns, puis pour rester sur la thématique d'Orlando, je veux juste dire, parce qu'on n'en parle pas trop à Montréal, et Duncan McGuire, ça a l'air d'un nom exotique, mais lorsqu'il a été repêché, il avait déjà une grosse réputation. C'est-à-dire que c'était vraiment un espoir attendu. Qui était un attaquant qui risque vraiment de percer en MLS. Même à Orlando, on s'en félicitait. Pré-saison, c'était très bien passé. Fait que quand Cara s'est blessé et qu'il fallait le faire jouer, c'était pas « Ah non, on va faire jouer le jeune ». Au contraire. Mais à Orlando, autre exemple, ils étaient allés chercher Daryl Dike au Super Draft. Non seulement c'est de super attaquant MLS, international américain, revendu en Angleterre, je pense qu'il faut savoir organiser son travail. Il y a des joueurs. Mais bon, ça prend de la recherche aussi pour savoir ce sont quels joueurs, mais il y a des joueurs qui valent vraiment la peine au Super Draft. Ouais, puis au bout d'un moment, je pense que tu finis par perdre ton temps. Quand tu commences à trop regarder, mais il y en a qui valent vraiment la peine et donc il faut s'y intéresser quand même. Mais c'est ça. C'est quoi l'investissement que tu fais dans le recrutement du Super Draft alors que sur 29 joueurs de premier tour, il y en a 3 qui vont être extraordinaires, mais ces 3-là valent vraiment la peine. Encore faut-il les dénicher parce que tu parles d'Orlando, là. Ils ont pris quelqu'un d'autre avec le 2e choix. C'est le 6e choix, Duncan McGuire. Fait que, il y a une partie de chance. Pour Kansas City, leur force, c'était les joueurs du Super Draft. Parce que l'Académie, c'était pas une pépinière là, à la Gianluca Busio. C'était les 7
Sinovich, les Myers d'un côté qui sortaient du draft, des joueurs CJ Sapong et compagnie. Moi, il y en a un autre que j'aime bien qui est à Austin, c'est Danny Pereira, qui était le top choix, mais qui est un joueur du super draft. Puis au milieu de terrain, franchement, 118 000 c'est pas grand-chose pour un gars qui répond quand même bien pour une équipe qui ne fait pas aussi bien qu'on s'en attendait. Mais, tu dis, le super draft, il y en a vraiment des perles, mais il faut que tu recrutes. Puis surtout, il y a des championnats, c'est clair, ou des conférences NCAA que la majorité des joueurs sortent de. OK, on va faire une courte pause. On est toujours dans ce repêchage des Open dans MLS. On est comme le tigre géant aussi des podcasts au Canada. Alors, suivez-nous via... Voilà, Spotify, Apple Balado, naturellement, Kitching, et sur YouTube aussi. Les GAFAM, si on peut pas les battre, on va les joindre en quelque sorte. C'est notre motto. OK, la pause. On est de retour sur 11 Montréal pour cette deuxième partie de notre repêchage des aubaines. En fait, dernière partie. Pour l'instant, on en a 6. Ceux qui sont sur YouTube, vous avez un tableau, mais ceux qui sont dans l'audio seulement, je vais vous faire un récapitulatif. Martinez de Philadelphie, Morris de Columbus, Petrovic de la Nouvelle-Angleterre, Cifuentes du LAFC, Monfarcy de Columbus et Duncan McGuire de Orlando. Ça a été les choix jusqu'ici. Pour le dernier tour, c'est moi qui commence premier. Puis, c'est un bon teaser. Les gens sont restés à l'écoute pour ça, pour savoir quel joueur du CF Montréal je vais choisir. Vincent, t'en avais un sur ta liste? On va faire... Essaie de... Tu me connais bien, je pense. Non, parce que je dévoile mes cartes après. Non, j'essaye même pas. OK. Bryce Duke! Ouais, je savais. Je me suis dit, ça va être lui, là. C'est franchement, quand tu regardes son salaire, tu te dis. Puis, écoute, s'il était resté à Miami, je pense que Bryce Duke aurait fait ma liste, assurément. 150 000 il gagne, d'après l'association des joueurs. 150 000, c'est rien pour un but 7 passes l'an dernier. C'est un super bon rendement. Mais quand tu vas le chercher, puis tu le plugues dans un 11, comme présentement le fait le CF Montréal, puis de la façon dont il réagit, puis on a le sentiment que c'est pas un leurre, là, que c'est vraiment le joueur, c'est un bon joueur qu'on est allé chercher. À 150 000, c'est pas beaucoup. Dans une position aussi, un numéro 10, j'en parle depuis tout à l'heure, si les trucs les plus... Les aubaines se retrouvent gardiens latéraux puis milieu défensif, milieu offensif, milieu créatif. C'est loin d'être des aubaines. Faut que tu payes à 150 000. Excusez-moi. 150 000, c'est une véritable aubaine. Je ne sais pas combien de temps il reste exactement à ce salaire-là, mais je ne veux pas dire un coup de génie parce que c'est un peu trop, mais c'est vraiment un bon coup. Puis, ça remet en perspective la transaction. Tout le monde se demande pourquoi 1 million de gamme avec Kamal Miller qui va de l'autre bord. Lui et Lasseter, 150 000 pour Duke, 240 000 pour Lasseter. Les deux ensemble ne font pas le salaire de Kamal Miller. Alors, tu comprends un peu plus la transaction. Tu comprends à quel point ils sont dans ce business-là, Olivier Renard, Vassili Cremanzidis. C'est quoi les aubaines? C'est quoi qui gagne vraiment, vraiment, vraiment pas cher, puis qui a du potentiel à exploiter là-dessus. Parce que je regardais, quand ils demandaient, on cherchait un left-back pour le CF Montréal avant la Setter, puis tout le monde disait Christian Gutiérrez. Sais-tu combien il a signé, Christian Gutiérrez? Ah, puis salut, hein? Il n'est pas dans les 300, 400. 311 000! Écoute, puis il est pas pire, Christian Gutiérrez. Je le prendrais dans mon équipe, mais dans le contexte MLS, à 311 000... Alors que je suis même pas sûr que c'est mon latéral. Écoute, 311 000, c'est Brandon Bype et DeJuan Jones, les latéraux de Nouvelle-Angleterre, sont payés ça en ce moment, un peu plus, là. Écoute, 150 000, c'est je veux pas dire du génie, mais je l'évoque. Peut-être. Si je peux dire un truc là-dessus, puis prenez-le comme une info si vous voulez, mais il va pas rester à 150 000 très longtemps, Bryce. Bon. De toute façon, c'est la chose à faire. Hein. Si t'es Montréal, à ce moment-ci, comme ils l'ont fait avec d'autres, hein. Campbell, ils l'ont signé, puis ils l'ont prolongé, ils l'ont augmenté. Bryce Duke va signer un nouveau contrat avec le CF Montréal. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a signé un nouveau contrat à Miami bien avant d'arriver ici. Il venait juste de signer une prolongation à la fin de la saison dernière, parce que c'était pas un chouchou, mais un joueur que Phil Neville avait un espoir dedans. Mais là, il performe bien, donc c'est sûr, à la fin... Tu veux pas garder les joueurs pas contents et du moins sachant qu'il y a potentiel de revente aussi là-dedans.
OK, c'est le 7e choix de ce repêchage d'aubaine. Le 8e et dernier pour... Quels étaient tes 3 choix pour résumer? Ouais, mes 3 choix, José Martinez, Duncan McGuire et Bryce Duke. J'ai une colonne vertébrale. C'est bien, c'est bien. On a l'agent de promotion de Tim Bezbatchenko, Patrice Bernier, qui est avec nous, parce que ces 2 choix ont été des joueurs de Columbus. Hein. Ben oui, Vince! Bon, ben là, les gars, je vous envoie déjà un petit fil que... Toi aussi! Pour Columbus! Aiden Morris, puis Mo Farsi, ton dernier choix dans les aubaines, Pat? Là, je vais vous expliquer pourquoi c'est une aubaine, OK? Son nom, c'est Gabriel Pereira, New York City FC. Gabi. Et il fait 590 000. Okay? Le monde va dire, oh, c'est un bon salaire. Je dis oui, mais Santi Rodriguez, qui est dans le même club, qui a à peu près le même âge, fait le double de son salaire. Et qui a fini meilleur marqueur entre les deux l'année passée? Gabriel Pereira a marqué avec 8 buts. Et Santi Rodriguez en a eu 4. Et moi, je dirais qu'avec tout l'argent qu'ils ont dépensé sur Thales Magno, qui c'est sûr, c'est un investissement en espérant qu'il joue bien puis qu'on le transfère ailleurs, je trouve que ce jeune-là, il est très bon. Pour le prix qu'on paye, et tu l'as dit, dans cette ligue, il y a d'autres joueurs à ce poste-là qui gagnent beaucoup plus. Et s'il continue à faire ce qu'il fait, ben, potentiellement, tu vas le revendre quelque part d'autre, que ce soit en Espagne ou dans un autre championnat. Et je trouve que pour ce montant-là, à cette position-là, pour moi, je trouve que c'est une aubaine. Pour ce qu'il produit. Surtout qu'il prend les pattes un peu de Maxime Morales est parti. Donc, c'est lui et Santi qui prennent un peu la bagatelle de ce qu'il doit faire offensivement. Mais Gabriel Pereira, pour moi, c'est une aubaine des joueurs que je trouve qui sont très bons, mais qui ne coûtent pas si cher que ça comparativement à ce qu'ils vont pouvoir rapporter dans le futur s'ils continuent à performer comme il le fait. J'aime ça. Puis tu as raison parce puis ceux qui ont vu jouer à NYCFC cette année, Pereira joue vraiment très bien aussi. Il est même en pente ascendante par rapport à moi, j'ai l'impression par rapport à l'an dernier. OK, good. Je l'avais pas sur ma liste, mais ouais, très bon. Quand tu vas chercher des pépites, tu veux que normalement la croissance. Moi, le seul truc que je dirais, c'est que c'est un crack, Pereira. Il l'a déjà montré, puis maintenant il est titulaire régulièrement là où il n'était pas encore entièrement l'an dernier. Mais c'est plus un tueur. Que Santi Rodriguez est plus un facilitateur. Rodriguez est plus Morales et Gabi Pereira se rapproche un peu plus de... C'est pas un Tati Castellanos parce que c'est pas un neuf, mais c'est plus un tueur dans les 30 derniers mètres. Donc c'est la seule distinction que je ferais. Mais ouais, moi j'aime beaucoup Gabi Pereira aussi. Vincent, c'est toi qui vas conclure notre repêchage. Je vais conclure par un autre. Moi, je reste dans ma ligne de conduite, même si je salue vos Mo Farsi et Duncan McGuire. Je comprends pourquoi on dit que ce sont des aubaines, mais je pense qu'il y a des joueurs qui devraient gagner beaucoup plus pour ce qu'ils produisent et que tu gagnes encore plus d'argent avec eux. Et je veux le souligner à quel point Romel Kyoto est l'un des meilleurs contrats à la position d'attaquant qu'on peut trouver en MLS. Et là aussi, j'ai fait le comparatif. Sur les 3 dernières saisons, il a 31 buts, 18 passes. Je prends pas la saison en cours, encore une fois, pour les mêmes raisons, parce que c'est dur de quantifier par rapport au salaire. 31 buts, 18 passes, donc 49 contributions. Ce qui est à peu près... Et là, mon calcul est erroné parce que j'ai pris son salaire de cette année, là, c'est-à-dire à peu près, c'est 1 035 000 fois 3, alors qu'il gagnait moins les années passées. Il était plus dans 800 000. Fait que c'est à peu près 61 000 par but pour Romel Kyoto, dans mon calcul, sachant que c'est encore moins si on ajustait le salaire en fonction des années. Si vous allez prendre un Brandon Vasquez, par exemple, il est dans les 80 000. Puis j'ai même fait l'effort, je suis allé regarder Daniel Gazdag, parce que Daniel Gazdag, faut le dire aussi, c'est un super contrat pour Philadelphie. Il a 1 355 000 pour quelqu'un qui a joué à un calibre MVP l'an dernier. D'ailleurs, c'était un peu un scandale qu'il n'ait pas été au moins dans la liste, quand tu marques plus de 20 buts, etc. Mais même Daniel Gazdag, on était à environ 66 000 par but. Fait Romel Kyoto, oui, il a 31 ans, mais à la limite, tant mieux. Tu vois, tu sais que ça peut être ton attaquant MLS pendant encore 2-3 saisons. Il faut juste que tu prennes soin de lui parce qu'il se blesse un peu. Mais à ce prix-là, il a à peine 1 million. Pour la première fois de sa carrière, il l'était pas avant. À peine 1 million. Et il te marque presque à coup sûr au moins 10 buts, au moins 6 passes à chaque année. C'est un super contrat. C'est vraiment un très bon contrat. Il reste longtemps encore, Kyoto, à Montréal?
À un moment donné, moi je le disais, je pense, dans un des podcasts qu'on avait fait l'an dernier ou il y a 2 ans, je disais, s'il y a quelqu'un qui a de la valeur et que tu veux échanger en MLS, Romel Kyoto, c'est probablement ton choix numéro un. Plus le temps passe, moins c'est le cas. Et plus ça devient ton attaquant ton attaquant régulier. Encore une fois, quelqu'un qui te marque 10 buts, s'il passe, ça a une valeur normalement. Et ça a une valeur qui dépasse le million normalement dans la MLS. Fait que rendu là, à 31 ans, il aime tellement Montréal, je pense que les gens l'aiment aussi rendu là, il l'a même tatoué sur le corps. Moi, je trouverais ça bien aussi que tout soit pas de marchandage et que ça devienne. On disait, est-ce qu'à terme, Romel Kyoto est sur le mur de la renommée du CF Montréal? Peut-être, déjà peut-être, mais s'il le reste encore 2-3 ans et qu'il Il reste continue 25 matchs à jouer au moins. Ouais, mais il continue à planter 10-15 buts par saison pendant encore 2 ans. Rendu là, il deviendra l'un des tout meilleurs, si ce n'est le meilleur attaquant de l'ère MLS du CF Montréal. Donc ça s'impose. Je trouve que ça aussi, ça a une valeur. Il va être son prochain but, ça va le placer deuxième meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe en MLS derrière Piatti. Il va devancer les 34 buts de Marco Di Vaio. La seule affaire, c'est qu'il faut le mettre dans du papier bulle, par contre, non? Pat, ça te fatigue. C'est Olivier Renard, là, mettons. Ça te fatigue Non, mais je vous dis, ton attaquant, faut que tu le mettes dans du papier bulle? Moi, Romel Kyoto, je me pose pas de questions. Mais je me mets à la place de la structure qui a été faite depuis les dernières années, là, les tendances et les habitudes. Le joueur va demander 2 ans garantis. Ça, c'est garanti. Toi, tu sais qu'il est moindrement blessé. Là, est-ce que tu lui donnes 2 ans à 800, 900, peut-être encore 1 million, parce que c'est sûr, le joueur peut le maximiser son contrat, mais si tu lui donnes 2 ans, peut-être tu l'as à 875 000 sur 2 ans. Puis là, tu regardes cette équipe-là présentement, ben, Aufort marque. Okay? Ou même s'il n'est pas un marqueur, mais tu regardes, il est plus jeune, il fit dans le style Losada de faire des centres. Kyoto, il va continuer à marquer. C'est dans cette ligue, je parle, parce que la structure, si on était dans un monde ouvert, tu ne te poses pas de question. Tu signes 2 ans ou même 3 ans Kyoto, tu le bugs. Mais dans cette ligue, là, tu dis, lui, il a une valeur marchande. Est-ce que je vais l'échanger, sachant que je pourrais avoir de l'argent, puis j'investis sur quelqu'un d'autre qui est un prochain Romel Kyoto? Un gars qui est dans la ligue, qui a peut-être 26, 27, 28 ans, puis que tu peux l'avoir pour les 3-4 prochaines années. Mais moi, personnellement, je garde Romel Kyoto, parce que je regarde que beaucoup des cadres partent et les jeunes y arrivent, mais ils ne sont pas encore complètement aguerris. Tu n'as pas trouvé encore le prochain Kyoto, même si au fort, ça va bien. Lassie, nouveau attaquant, Ibrahim, ça ne répond pas. Mason Toy, souvent Messi, tu vas devoir avoir un point d'interrogation. Est-ce que tu veux continuer avec lui? Lui, c'est le papier bulle puis le mousse en plus, Mason Toy aussi. Oui, fait que ça fait que Kyoto, est-ce que tu vas le garder parce que les autres, dans l'échiquier, tu vas peut-être dire, je vais peut-être pas les conserver. Donc, Kyoto, c'est une valeur sûre de 10 buts par saison. Mais deux choses, moi, je retiens. Ce que Vincent dit, la valeur par rapport au club. Tu sais, le gars, il est là depuis longtemps, il est connu aussi. Ça a une valeur pour un club. L'historique d'un club. On n'arrête pas de parler de culture, d'identité. Partout, c'est des buzzwords, là. Kyoto remplit ça aussi. Et la maxime anglaise qui veut que le diable que tu connais est peut-être plus intéressant que le diable que tu connais pas. C'est-à-dire que c'est une valeur connue, Kyoto. Si tu le changes pour un gars qui est dans la ligue aussi, tu prends un certain risque. Il y a ça. Puis la troisième affaire, puis c'est un point que je voulais vous dire par rapport à ce repêchage-là. Les scandales dans cette liste-là de salaires, là, ou les ratés, je vais les appeler comme ça, les ratés, c'est beaucoup de joueurs internationaux qui arrivent, que tu donnes, avec le CF Montréal, là, tu donnes quoi? Presque 600 000 à Hamdi. C'est un immense raté présentement. Écoute, puis prenons l'exemple, le cas de figure, là, on parlait de Toronto tout à l'heure. Matt Hedges, 908 000, Sigi Rousted, 768 000. Entre les deux, j'ai pas le sentiment, malgré que ce sont des joueurs égaux, ce sont des joueurs qui ont des carrières qui se valent, puis que même Rousted pourrait dire qu'il a peut-être une carrière plus intéressante que Matt Hedges. Ultimement, je suis plus à l'aise avec le 900 000 de Matt Hedges que le presque 800 000 à Sigur Rosted. Mais il vient de en ce l'Europe. moment. Ouais, mais là, c'est parce que tu as un joueur qui est international. Donc... Mais non, mais c'est ça, mais c'est un miss à l'extérieur aussi. C'est là, ton pourcentage de faire une erreur est décuplé. Bien sûr. Par rapport à ton recrutement interne. C'est évident, puis tu peux pas faire ça. Tu as besoin de joueurs extérieurs, puis il y a des grands talents qui sont venus, puis on parle de Bouanga depuis tout à l'heure. Ça fait partie, mais c'est là
c'est là the name of the game, c'est de savoir faire un bon recrutement international. Seattle, c'est pour ça qu'ils ont été bons. Parce que le recrutement de joueurs désignés internationaux a été hors norme à chaque fois. Mais savoir bien recruter tout court, là. C'est pas juste à l'international, même en MLS. Tu peux faire des gros ratés aussi en MLS. Mais je veux dire, c'est l'essence du projet de Montréal. Tout simplement. C'est l'essence de dire, ça sert à... Toronto est un exemple, Chicago est un autre exemple. C'est que si tu te rates en dépensant autant, tu te rates, mais d'une force. Tu te prends un mur à 250 km/h parce que vraiment, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Mieux vaut te rater, à la limite, sur un Andy ou sur un Mason Toy. Mais, je répète, même si tu fais 2 ans sur Romell Kyoto, c'est de l'argent qui est bien investi. Ils sont pas mal investis, même s'il est blessé. Il a été blessé dans les 3 dernières saisons, Kyoto. C'est quand même 49 buts. C'est quand même 31 buts, 18 passes en étant blessé. Et même s'il est un petit peu plus, tu as une garantie sportive que tu as avec lui, que tu n'as peut-être pas avec Mason Toy, justement, parce que la garantie, ce qu'il nous a montré est moindre. Et, regarde, je ne sais pas ce qui va arriver, je ne sais pas combien il va demander, mais moi, je suis très à l'aise à ce que Montréal dépense un peu pour garder Kyoto, qui est une garantie sportive et sentimentale. Et oui, effectivement, dépenser. Mais Toronto, il faudra en parler à un moment donné, il faudra faire un podcast en entier. Et pour vrai, ça n'a pas de sens. Tu vois, ils ont les 2 ailiers les plus chers, ça on le savait, ils ont les 2 latéraux les plus chers. Et puis je peux comprendre un peu pour Laria, mais dans la même lignée que ce que Fred vient de dire pour Roosted, Petretta, c'est ton arrière gauche le plus cher de la ligue. Il y en a qui nous écoutent, qui n'ont jamais entendu son nom. Raoul Petretta. Et à chaque poste. C'est parce que tu deviens étiqueté. Et moi, là, je parle plus comme côté agent. Tu viens étiqueter du club qu'on sait qu'on peut sortir un peu plus de toi que d'autres. Parce que tu es prêt à mettre le chéquier. Qui fait que, regarde, Insigne, on en a parlé, là. Est-ce qu'il serait venu si ce n'était pas pour le montant d'argent qu'on lui a donné? Parce qu'il cherchait à rester en Europe. Mais on lui a montré un montant que tu dis, je peux pas dire non. Bernardeschi, je pense qu'avec le Toronto aussi, c'est qu'ils essaient de revivre l'exploit qu'ils ont fait de Giovinco, Altidore, Bradley, qui ont été des grosses sommes d'argent, mais qui ont vraiment rapporté au club au point. Et ils essaient de rééditer ça. Mais ça, c'est du recrutement. T'sais. Et ça devient une catastrophe économique. C'est là où c'est tout le débat. Encore une fois, on revient le projet Montréal versus le projet vedette. OK, fais un projet vedette. Mais quand tu te crashes à ce point-là, c'est dur de dire ça, mais c'est à 27 millions qui tombent dans le caniveau, là, cette année. Ouais. Parce qu'ils sont derniers dans la ligue, ou avant-dernier, égalité. Et puis, peut-être que ça va changer. Ils vont donner un coup de volant cet été. Juste ajouter une chose. Est démesurée. Une chose à ce que Vincent a dit, c'est que dans les 6 dernières années, il y a une constante du top 5. C'est le Toronto FC. Ah ouais. Les 6 dernières années, les 5, si vous regardez, là, ça change. Des fois, il y a Chicago, des fois, il y a les Galaxies, des fois, il y a un autre. Mais il y a toujours Toronto. Puis il y a quelqu'un qui a dit, ouais, mais ils ont une étoile. Il dit, oui, mais dans les dernières années, combien de fois ils ont fait les éliminatoires? Même pas été proches de gagner la coupe. Donc, tu sais, quand tu penses de Seattle, LAFC, qui dépensent, mais pas d'une façon démesurée, ben, tu dis que la juste mesure, c'est d'être 6, 7, 8e, 9e dans l'échiquier des masses salariales, qui ont des équipes qui sont constamment performantes. New York City FC, qui ont rééquilibré leur masse au lieu de dépenser tous les villas, l'Empire de Pirlo, et depuis, ils sont beaucoup plus compétitifs. OK, rapidement, je vais vider mes notes, puis après, je vais juste parler 5 minutes du CF Montréal qui joue samedi face aux Red Bulls de New York. Écoute, on a parlé de LAFC qui gère bien. Philadelphie aussi gère bien. Hein. Tu as parlé de Gazdag. Moi, j'avais Kai Wagner aussi, qui était à 700 000 aussi, qui a fait le record de passe pour un défenseur. C'est pas... il dépense Philadelphie, mais il dépense bien avec Martinez au milieu. C'est pas des salaires hors normes, puis c'est des joueurs qui produisent à un rythme d'enfer quand même. Alors, parmi les bons gestionnaires, LAFC et Philadelphie, ce sont 2 équipes qu'on tient quand même. Je vais pas me faire capitaine Québec parce que tu en as parlé hier avec l'hymne national, là, mais le Québécois gagne pas si cher aussi dans la Ligue. Puis, j'ai pas mis Piette dans ma liste des aubaines. Mais Crépeau, à 400... c'est une affaire. Hein? Crépeau, c'est une affaire. Oui, Crépeau, c'est une affaire. Beaufarcy, c'est une affaire. Chouanière, c'est une affaire. Même... Mathieu, je trouve pas que c'est une aubaine. C'est une aubaine parce que maintenant, il performe. Avant le début de la saison, on lui a donné 275 000 en n'étant pas clair partant. Non, mais en étant. Là, maintenant, il performe, c'est vrai, mais je pense pas que c'est une aubaine jusqu'à la fin de la saison arrive. Tu as raison, mais. Il est payé par rapport au statut qu'il avait
avant qu'il arrive sur cette période-là. Là, maintenant, à la fin de la saison, ce serait peut-être une autre histoire. T'as raison, mais en même temps, ça a de la valeur être québécois, puis ça a de la valeur dans un marché québécois, à mon avis, mais c'est un diachylon. Moi, je vais juste dire Samuel Piette, qu'on voit partout, OK? Là, il y a des gens, je sais que c'est polarisant, surtout parce que c'est un Québécois, c'est quelqu'un qui est proche de nous. Mais Sam Piette, l'importance, moi, je pense, sportive, elle est là. Moi, je la valorise. Puis, il est dans toutes les communications. Sa face est là. Dans chaque maudit shooting photo, il est là. Quand il s'agit d'aller à Salut Bonjour ou d'aller aux Semaines des 4 juillet, whatever, il est là. Je vais juste dire, parce que les agents fonctionnent par comparatif, Russell Canaus, je le dis parce qu'on en avait déjà parlé, je le dis, Canaus, c'est le Piette de Washington. Mais il vient pas de là-bas, puis Russell Canaus vaut 575 000, puis Piette 469 000. Alors, il est très bon au Salut Bonjour de DC, par contre. À ce qui paraît, à Salut Bonjour de DC, avec Gino Chouinard. C'est parce que il y a le facteur aussi que nous, quand ils mettent le contrat, ils ne pensent pas à l'aspect marketing. Là, ils ne se disent pas, pour ce qu'ils nous donnent, on va lui donner. Ils donnent par rapport à son poste, puis ce qu'il apporte sur le terrain sportivement. Ouais. Et Sam, ils lui ont donné le contrat. Ce qu'ils font avec Sam, ce qu'ils ont bien fait, ce que je trouve que dans le passé n'a pas toujours été fait, c'est que ils lui signent le contrat avant d'arriver à l'échéance. Déjà là, on te prolonge. Ils font pas comme ouais, tu joues pas, t'es fini, puis on va attendre si tu vaux, qu'est-ce que tu vaux à la fin de l'année prochaine. Ils lui ont déjà dit, hey, on te garantit les 3 prochaines années. Ça, ils lui ont fait un geste qu'ils n'ont pas fait par le passé avec plusieurs autres. Et donc, c'était pour moi, Olivier Renard a déjà fait comme, hey, on te valorise, puis on t'assure un peu le futur, là. Au lieu d'attendre, OK, je vais jouer, je vais mettre 10 buts, puis là, c'est là qu'on va me donner le 500 000 par année. Non, mais je suis d'accord. Puis, mais en même temps, 100 000 de différence, c'est un peu moins de 100 000, là, mais puis il y a Will Trapp aussi, puis tout. Sportivement, il vaut au moins 469 000. Oui, mais là, un peu plus dans cette ligue-là. C'est pas pour enlever à Samuel, mais Will Trapp, il n'y a pas longtemps dans la ligue, il est considéré comme top 5. Top 5 dans la ligue. Donc, lui, il est payé pour ce qu'il a rendu dans la ligue. Ouais. C'est pas pour enlever à Samuel, là. Je sais que l'important. Non, mais en même temps, c'est Will Trapp, c'est OK, d'accord. Okay, là, je parle de Will Trapp parce que à nous, je peux comprendre si tu du comparatif. Non, parce que enlève le côté. Moi, je mets le côté marketing parce que je pense que c'est important, mais enlève le côté, mets juste le côté sportif. Me semble que, en tout cas, en bas de 500 000, je sais pas, moi, ça a fait un petit éclair dans ma tête. Ouais. Vincent, juste rapidement, parce qu'on va pas s'éterniser, mais vas-y. Pas là-dessus, en fait. Okay. Je veux juste redire, parce que c'était la discussion, c'était les Québécois sont mal payés. Je redis que j'étais un peu étonné de voir le salaire de Crépeau parce que ils en avaient fait le gardien le plus cher. Ils avaient dépensé 1 million pour aller le soutirer de Vancouver, puis ils gagnent 377 000. Je trouve ça juste qu'on parle d'Aubin et on parle de Petrovic, il gagne 450 000. Sa valeur sur le marché était 1 million. T'en fais ton gardien numéro 1 de l'équipe numéro 1, on va dire, de la Ligue qui aspire à la Coupe et il gagne 377 000. Pour LAFC, dans sa gestion, c'est très raisonnable comme prix, ça aussi. Ouais, mais non. OK. CF Montréal, juste rapidement, défaite de 3-0. Vincent, je veux juste que tu fasses je vais dire tour d'honneur, mais c'est un peu fort quand même, mais tu nous avais beaucoup parlé de Camacho au milieu de terrain, alors que plusieurs disaient aïe, wow, c'est le fun, Camacho au milieu de terrain. T'étais pas sûr. Je pense qu'on en a pris la mesure face à Cincinnati, ça, de Camacho. Mais face à Toronto aussi, hein. La première mi-temps face à Toronto est pas top. Et qu'est-ce qui se passe à la mi-temps? Losada refait exactement, juste 5 minutes avant la mi-temps, c'est ce que je disais. Ce qui va dégainer, ce qui va faire redescendre Camacho d'un cran, redescendre Chouanière d'un cran. Tu refais entrer un numéro 10 un peu plus naturel, c'est ce qu'il fait et ça allait beaucoup mieux. Bon, après, on peut dire que c'est la deuxième mi-temps, qu'il y a d'autres facteurs, mais tu mets Camacho là où il est bon, là où il est le meilleur. Tu remets Chouanière. Moi, je trouve que quand Chouanière est milieu central, tu ne perds pas son apport offensif. Il va le faire quoi qu'il arrive, mais tu regagnes son volume. Il fait pas juste rester un peu plus haut sur le terrain pour rester entre les lignes. Il faut qu'il reste milieu central, à mon sens, Mathieu Chouanière. Je pense que Losada s'est trompé, même s'il y a une histoire de rotation et tout ça. Dans son 11 partant contre Toronto, il se trompe et je trouve qu'il continue à se tromper en mettant Camacho au milieu. C'était la même chose à Cincinnati. Alors, je comprends qu'on va faire souffler les uns et les autres. Là, c'est Wanyama qui était sur le banc. Camacho aussi, il a besoin de souffler à un moment donné. Lui aussi, hein, il va avoir besoin de souffler, mais c'est juste que je pense que la prise de risque est plus grande si tu mets Camacho et tu fais les changements qu'il a fait, versus tu remets Camacho libéraux et tu réinsères Saliba.
ou peut-être Iliadis, si tu veux, au milieu. Tu leur donnes une chance aussi. S'ils sont là, c'est bien pour quelque chose. Saliba, il avait un statut en début de saison. C'est pas devenu le plus nul des joueurs non plus. Donc ça, je m'en étonne un peu. Mais je trouve que la prise de risque est plus grande et que on n'a jamais été trop satisfait de Camacho au milieu et que le deuxième but, par exemple, de Cincinnati, celui où Acosta passe entre Campbell et Corbeau, je suis convaincu qu'il n'arrive jamais si Camacho est là. Alors, c'est pas contre Campbell. Moi, Campbell, je pense que je le préfère rendu là aussi en défenseur axial, sur les côtés de la défense à 3 plutôt qu'au milieu, parce que là, on va pouvoir bénéficier de ces percées balles au pied. Puis je pense que tu as vraiment envie d'avoir ça. M'a paru un peu pâteau face à Sapang contre Toronto, un peu encore face à Cincinnati au poste de libéraux, fait que je suis pas sûr que moi je l'insérerais là. Mais voilà, c'est ça. Écoute, il a pris des décisions, le Sada, il persiste un petit peu, mais je suis pas sûr qu'on a vu les bénéfices de ça. Donc, et au contraire, je pense que ça a coûté. C'est pas contre Camacho, hein, parce qu'il fait une bonne saison et c'est un leader hors norme en ce moment. Non, mais Fred, il a répondu quand on lui a demandé comment c'est jouer à ce poste-là. Bah, j'ai pas joué là depuis comme en Pee-wee ou whatever. Puis moi, le dernier match, moi, ça me dérangeait pas parce que quand tu laissais puis tu surprends ton adversaire, on a Camacho au milieu, contre Toronto, je pense que c'est un bon coup. Tu essayes, il a une bonne capacité de passe. Là, maintenant, tu le maintiens. Puis moi, je suis pas toujours d'accord avec ce qui est rotation, OK? Surtout pour les cadres, les joueurs qui sont habitués de jouer 30 à 34 matchs. Parce que quand je regarde les autres équipes, tu regardes les gars, 12 matchs, 12 matchs, 12 matchs, 12 matchs. Puis là, on se dit, faut prévoir les prochains matchs. Non, tu joues. Moi, j'étais surpris de ne pas voir Victor Wanyama contre la première place ou une des meilleures équipes qui gagne à domicile puis qui n'avait pas. Fait que ça, c'est une autre chose. Là, on a vu le rapport 360, puis je suis d'accord, Campbell dans l'axe. Si Camacho est là au milieu, mais je ne suis pas convaincu que la passe que Campbell fait, Camacho fait cette passe-là. Donc, il n'y a peut-être pas le deuxième but. Peut-être que tu maintiens à 1-0 puis tu reviens dans le match. Donc, à la fin, pour l'essai, c'était vaillant, mais à un moment donné, tu maintiens les cadres dans le milieu. Puis, moi, personnellement, c'est pas contre Cincinnati, j'aurais fait reposer Victor Wanyama. C'est contre d'autres équipes que tu dis comme, OK, là, on est rendu à un certain point, ou même, c'est bon, parce que je pense peut-être qu'il pense à la demi-finale puis tout, là, mais selon moi, il faut remettre les gens au cadre. Et puis, ça a paru, hein, parce que dans la cohésion, moi, j'ai pas trouvé que le CF Montréal avait de l'air des dernières équipes. J'ai trouvé que ça a eu de l'air du CF Montréal du mois de février, mars, où c'était comme, il semble que c'est pas aussi cohésion. Herrera, on le voyait pas. D'où qu'il a eu l'air, pour moi, c'était son moins bon match de tous. Est-ce que c'est la blessure? Il est gêné. Comme il l'a dit, je suis d'accord. Mathieu est meilleur de venir de plus loin que d'être entre les lignes. Donc, il y a plein de trucs. Deux choses. Ils n'ont pas été subjugués un peu. J'ai eu cette impression-là en première mi-temps de Duke, Réa et Choignard. Pas subjugués, mais un peu... tu voyais qu'ils avaient le goût de jouer ensemble, qu'ils voulaient se dire ça y est, notre partenariat fonctionne. Ils ont pas oublié un peu Herrera par moment aussi. Oui, mais revenons sur tous les buts. Ils se sont trouvés plus beaux qu'ils étaient. En fait, c'est ça que je voulais dire. Ils se sont trouvés plus beaux qu'ils étaient. Ailleurs, on va jouer, on est... Non, mais pour moi, le CF Montréal, c'est comme, est-ce que vous avez remarqué, c'est quoi vos forces? Puis, ils ont marqué 11 buts en MLS cette année. Va les revoir, les buts, là. 80% viennent tous de la droite. Puis 70%, c'est des centres, à part les pénaltys puis le but contre Kansas City. Donc, à la fin, ça veut dire, tu dois mettre en valeur Herrera et même Lassiter, parce que je trouve que lui, il met vraiment des bons centres dangereux. Puis des fois, tu vois, il fait la course, puis on ne lui donne pas, on veut revenir au milieu. Pas de problème, tu attires au milieu pour ouvrir le terrain. Mais il y a des moments, ils sont seuls, on ne leur donne pas le ballon. J'en ai plusieurs, là. Premier mi-temps, Lassiter, 2-3 fois, il fait des courses, on ne lui donne pas le ballon, il est tout seul. Puis au fort, c'est quoi sa force? Dans la surface. Centre, je dérange. L'autre côté, Herrera, à un moment donné, je pense que c'est Chianria, il part, il frappe. Herrera est tout seul à droite. Tout ce qu'il a fait, c'est décaler, il te met un centre au sol, ce qu'il a. Il n'a pas comme 3-4 passes pour rien, là. C'est exactement ça. Donc, je trouve que le CF Montréal, c'est comme si des fois, il ne réalise pas. Nous, là, c'est quoi nos qualités? C'est comment on marque des buts? C'est en passant sur le couloir, faisant des combinaisons, mettant un centre. Peut-être qu'au fort, il marque, ou le deuxième ballon nous revient, puis c'est Choignard, Duke ou qui arrive deuxième, qui marque sur le retour. Ils sont encore en phase de réalisation aussi, CF Montréal. OK, c'est peut-être ce résultat, on va le mettre de côté. J'avais une question à savoir si c'était important ce résultat-là, mais ce que j'entends, c'est que c'est juste
C'était juste un autre match là, dans cette journée, dans cette progression du CF Montréal cette année. Vincent, on va peut-être finir là-dessus. Ils sont inquiets est-ce qu'ils sont stressés? Tiens, c'est ça le mot. Est-ce qu'ils sont stressés du match de demi-finale contre Forge le week-end prochain? Est-ce que ça occupe les pensées? Est-ce que ça stresse l'Osada et l'ensemble de l'état-major, d'après toi? Je pense pas. Honnêtement, je pense pas ils se sont projetés autant. Là, tu avais 2 matchs en une semaine avec du voyagement et tout. Honnêtement, je pense pas qu'ils se voyaient déjà au stade Saputo face à Forge la semaine prochaine. Après, sur la gestion, peut-être, en tout cas, je parle des joueurs. Mais pour la gestion de l'Osada, ouais, peut-être que lui, là, mais en même temps, s'il a senti le besoin de justement faire des rotations en ce moment, c'est probablement que les signaux étaient là. Et tu l'inventes pas non plus ta rotation. Peut-être qu'il avait besoin de faire souffler certains joueurs parce que c'est ce que les données disaient. Donc ça, je veux quand même le prendre en compte. Après, en fonction de cette situation, il y a qu'est-ce que tu fais. Et c'est là où je redis, laisse tes bons joueurs au bon poste. Camacho, s'il est capable de jouer, tu le laisses en défense. Choignard, tu le laisses au milieu. Et c'est les autres. Mais ce qui m'intéresse, c'est exactement ce qu'a dit Pat aussi, c'est le besoin peut-être à ce moment-ci, en plus de faire la rotation, de refaire. Parce que moi, ce que j'ai vu mercredi face à Cincinnati, c'est aussi peut-être un manque de coaching aussi. Parce qu'il était curieux ce match. Comme l'a dit Pat, il faisait des choses qu'il faisait pas dans les derniers matchs. Ils insistaient petit côté, puis ils continuaient sur les redoublements de passes sans jamais faire la diagonale justement vers Herrera côté droit. Ils le faisaient pas. C'est comme si vraiment ils disaient non, on va passer, on joue entre nous. Il y a des choses, la prise de vitesse, elle était presque absente dans beaucoup trop d'actions de ce match-ci. Et j'ai du mal à le comprendre parce que c'était là auparavant. C'est là où je pense qu'il y a peut-être, en plus du besoin de faire des rotations, le besoin de leur redire, comme disait Pat, c'est quoi qu'on veut faire. Parce que là, il y avait des choses à exploiter. Et il y a eu un bon moment, faut le dire, en première mi-temps quand même de Montréal. Mais ils sont un peu passés à côté de ce qu'ils savent faire de bien. Est-ce que tu vas regarder samedi? Parce que je veux insister, parce qu'on n'aura pas de podcast d'ici là, puis Pat, tu auras le mot de la fin. Samedi, dans la rotation, est-ce que le match de championnat canadien va planer au-dessus ou il va cas par cas? Pat, est-ce que tu m'entends? On t'a-tu perdu? Pour un instant, on dirait que vous étiez gelé. Je ne sais pas si vous êtes bon à jouer la statue, là. Mais... Non. OK. Je vais refaire ma question. Est-ce que le match contre le Forge de championnat canadien le 24 mai va planer au-dessus du match de samedi contre les Red Bulls? C'est-à-dire dans les rotations, dans la façon de gérer aussi, est-ce que tu vas voir ce match de samedi avec la lentille du championnat canadien? Non, je pense qu'il calcule, comme il a dit Vincent, c'est que il y a des données. À un moment donné, il y a des gars, on sait, ils sont dans le rouge, ou il y a des indicateurs, le joueur peut-être potentiellement dit je me sens un peu fatigué, ou j'ai un petit bobo, puis on peut ménager. Puis je crois aussi que la période de début de saison vient jouer un gros rôle de dire hey, on va faire de la gestion là. Parce qu'au début de la saison, peut-être qu'on n'a pas été aussi bon dans les indicateurs. Tu sais, regarde Bryce Duke, petit problème, 2 matchs, pas de problème. Kyoto, t'es pas sur l'alignement. OK, on sait qu'il était sorti à la mi-temps, mais c'était pas certain. Là, on l'a reposé, il devrait peut-être être disponible samedi. Je pense qu'on fait de la gestion pour se dire, on pense long terme, de garder tout le monde en santé et qu'on sait qu'on enchaîne plusieurs matchs. Donc, le match, il va venir, ils sont conscients qu'il va jouer la demi-finale, mais c'est de maintenir la cadence qu'ils ont parce que là, ils viennent juste de prendre un petit écope, comme on dit, c'est de perdre après une série de 6 matchs avec des blanchissages et de victoires. C'était comme un wake-up call, dire hey, oui, d'un instant, là, OK, on était bon, mais il ne faut pas se voir trop beau. Et là, on raffronte, recalibrons, on va jouer Red Bulls, on joue à l'extérieur, retrouvons nos choses qu'on a bien fait. Parce que je crois qu'ils se sont un peu dit, bon, OK, ça va bien. Puis comme il a dit dans le match, on est bien, on est confiant. Puis il dit, hey, oublions pas, c'est quoi qui nous a permis d'arriver là. Et même, je dirais, sur le pressing, ils n'étaient pas aussi adéquats qu'ils l'ont été dans les derniers matchs. Donc, je pense pas qu'on pense à Forge. On y pense, on sait que c'est là, mais il faut y aller un match à la fois avec les données qui sont devant eux. On va finir là-dessus. Donc, c'était l'édition du 19 mai du 11 Montréal. Merci d'avoir été des nôtres. Continuez à nous télécharger ou encore à vous abonner à nos différents fils. On est sur YouTube et sur tout l'ensemble des plateformes là, qui vous procurent vos balados. Merci à notre bon Kevin Laramé aussi, qui
c'est probablement ruiné aussi à Cincinnati en allant dans les boutiques chics. J'en dirai pas plus, mais je suis curieux du compte en banque de Kevin Laramie présentement. Il sera toujours à l'heure, on peut compter là-dessus. Oui, exactement. Vincent et moi, on s'en va dans la grosse pomme. Vincent, vous pourriez le trouver au M&M Store, je pense, en fin d'après-midi. Tandis que moi, je serai au MoMA. Tu es dans la projection à chaque fois. C'est moi, c'est toi qui as ça dans la tête, mais c'est moi qui vais y aller. OK. Tu fais mes commissions. Ça, c'est pour bien envoyer la distraire pour se concentrer sur les stars comme moi, on ne peut pas faire nos propres commissions. Alors, on envoie nos amis faire nos commissions à notre place. Voilà. OK, merci d'avoir été là. Merci Vincent Détouche. Merci Patrice Bernier. Bon match ce samedi. Patrice, t'es à RDS. Nous sommes sur Apple TV. Bon match, les gars. Alors, on se revoit la semaine prochaine pour une autre édition de 11 Montréal. Bye.